Bienvenue dans En cas de tracas, le podcast où l'on parle alimentation émotionnelle. Vous savez, c'est ce moment où après une journée stressante, vous ouvrez le placard et finissez un paquet de gâteaux. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d'explorer les liens complexes entre vos émotions, votre alimentation, votre corps et votre santé mentale. Dans ce podcast, vous découvrirez des récits touchants, des outils pratiques, des discussions enrichissantes pour vous aider à tisser une relation sereine avec la nourriture et avec vous-même. Votre alimentation est un langage. Apprenons à le décoder ensemble pour mieux vous comprendre. Et au fait, moi, c'est Julie Rojon, autrice du livre Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, thérapeute et formatrice. J'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur rapport à l'alimentation et forme des professionnels à intervenir sur ces thématiques. Maintenant, c'est parti, place à l'épisode. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer chez vous en fin de journée, de passer le pas de la porte et puis de commencer à manger ce que vous voyez posé sur la table, d'ouvrir les placards, de sortir les chocolats, un paquet de gâteaux, quelques amandes, quelques noix par-ci par-là, sans savoir vraiment pourquoi et sans pouvoir vous en empêcher. Ou alors de sortir du travail et de prétexter de devoir aller faire des courses pour en réalité vous acheter quelque chose à vous mettre sous la dent, même si vous voulez pas vraiment vous l'avouer, et de vous retrouver à manger des gâteaux, des chips, des oléagineux en marchant sur le trottoir, ou bien encore d'être à un repas de famille, d'être attablé, ou alors à un apéritif dénatoire avec des amis, et de vous retrouver totalement obnubilé par la nourriture, sans arriver à faire autre chose que de manger, que de penser à manger, ne pas manger, me retenir. Eh bien, tous ces exemples, tout ça, c'est de l'alimentation émotionnelle. Alors cette alimentation émotionnelle est une stratégie qui peut être la bonne. Si on a accès à la nourriture dans nos pays occidentaux, si on a cette chance, on a le loisir de répondre à nos émotions en mangeant. Moi par exemple, à titre personnel, quand je suis fatiguée, je vais manger du chocolat, je vais manger des noix et clairement ça me fait du bien, ça m'apporte du réconfort. Pour moi c'est le choix qui va être adapté à ce moment-là. Mais il se peut que ce choix-là, d'utiliser la nourriture pour éviter de vivre ses émotions, eh bien ça nous génère de la souffrance. Que ce soit récurrent, quotidien, hyper ponctuel, vraiment, le baromètre, ça va être de la souffrance. Et à ce moment-là, on va parler d'alimentation émotionnelle souffrante. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le fait d'utiliser la nourriture pour éviter de vivre ses émotions, pour éviter de les ressentir. Et tout ça, bien évidemment, c'est fait de manière totalement inconsciente. On se dit pas je ressens de la fatigue, alors je vais manger, je ressens de la colère pour l'étouffer, pour l'éteindre, je vais aller manger. Tout ça se fait de manière, la plupart du temps, inconsciente. Ça peut être bien évidemment conscientisé si on s'intéresse à la question, qu'on suit un travail thérapeutique. Peut-être que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez déjà des bribes d'informations et que vous conscientisez déjà tout cela dans le quotidien. Mais on va dire que de prime abord, tout ça se fait de façon automatique sans que ce soit intellectualisé. Et ce qui se passe, si je fais un arrêt d'urimage, c'est que on bloque. On s'anesthésie, comme s'il y avait un danger finalement à ressentir et à accueillir ses émotions. Ça peut être trop douloureux, ça peut être trop intense. Inconsciemment, j'en ai pas envie ou j'en ai pas les capacités parce que je n'ai pas les compétences émotionnelles pour accueillir tout ce flot d'émotions. Donc, je vais bloquer en choisissant de la nourriture. Il se peut aussi que le monde des émotions, même si aujourd'hui quand même on en parle beaucoup, ce soit un monde à part parce que ça reste assez théorique et que chaque émotion ait une valence négative, comme une étiquette négative que je vais lui mettre sur le front. Tout ça veut dire que même les émotions qui devraient être ressenties comme agréables, qui sont connotées comme agréables, je pense par exemple à la joie, vont être connotées, vont être vécues comme négatives. Parce que ça peut être trop compliqué pour moi d'accueillir la joie, parce que je me dis que je mérite pas, ou bien cette joie, elle a une intensité trop importante, elle ressemble plus à de l'exaltation, et finalement je ne sais pas comment appréhender cette exaltation, cette excitation, et je vais me conduire vers la nourriture pour bloquer tous mes ressentis. Donc si je résume, quand une émotion est ressentie et est difficile pour moi à accueillir, je peux ressentir comme une notion d'urgence. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix possible, pas d'autre alternative que de manger. Je fais d'ailleurs un petit laïus. Tous ces conseils qui consistent à dire, eh bien écoutez, allez prendre un verre d'eau,
mettez vos baskets et allez faire le tour du pâté de maison. Ça peut fonctionner de manière extrêmement ponctuelle, mais ça va en aucun cas vous permettre de sortir de ce cycle infernal avec l'alimentation émotionnelle. Ces conseils, ils partent d'une très bonne intention, mais ils ont en réalité vocation à faire culpabiliser les mangeurs émotionnels. Quand on ressent une émotion qui est difficile à appréhender, on peut ressentir une urgence, il n'y a pas d'autre choix possible, d'autre alternative que de manger. À ce moment-là, il y a comme un automatisme, un conditionnement qui se met en route et on peut avoir la sensation qu'on perd notre libre arbitre, qui disparaît complètement, qu'on n'est plus aux manettes. Et j'entends dans le vocabulaire des personnes qui viennent me voir, et je l'ai moi-même à titre personnel vécu, il y a comme un processus de dissociation très ponctuel. On a la sensation de se voir de haut, de se voir agir, mais comme si c'était pas nous qui étions aux manettes. Et tout va très vite, c'est un peu la machine qui s'emballe, on n'a pas le temps de prendre du recul, de respirer, de mettre le doigt dans l'engrenage, et souvent il y a comme une notion d'injonction. Encore une fois, comme si quelque chose s'emparait de soi, et qu'on n'était plus maître de soi à ce moment-là. Comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui décidait. Alors les termes qu'on peut utiliser, moi que j'entends, c'est il y a un tourbillon, un ouragan qui me fait perdre le contrôle. D'ailleurs, c'est assez ambivalent parce qu'il y a beaucoup de contrôle dans l'alimentation émotionnelle. Il peut y avoir comme une plante carnivore qui prend le dessus, un alien, un nuage noir, et je perds mon agentivité, je perds ma capacité à agir. Alors peut-être qu'en m'écoutant, si l'alimentation émotionnelle fait partie de votre quotidien, vous vous êtes dit « Ah bah oui, moi c'est telle ou telle allégorie que j'aurais plus utilisée ». Eh bien elle est intéressante cette allégorie à garder en tête, à aller chercher, à verbaliser, parce que ça va vous permettre de commencer à prendre du recul et de commencer à défusionner très doucement avec vos croyances, avec vos pensées et avec vos comportements. Mais j'en reviens à mes moutons. Si on parle d'alimentation émotionnelle, eh bien l'alimentation, vous l'avez sûrement entendu et perçu dans mes propos, est une stratégie de régulation émotionnelle. On mange, on se remplit. Il se peut d'ailleurs aussi qu'au contraire, les émotions coupent le besoin de s'alimenter. Et c'est à ce moment-là le contrôle qui vient en partie répondre à l'émotion qu'on ressent et qui vient la faire taire. Mais là, c'est pas mon point, c'est pas mon propos. Je vais plutôt parler de ces moments où on se dirige vers l'alimentation de façon inconsciente ou consciente pour faire taire nos émotions parce qu'il y a pour nous une sorte de danger même de mort à ressentir mes émotions dans certains cas. On mange dans ces cas-là souvent caché. On ne va pas manger devant ses collègues, devant sa famille. Il se peut même qu'après avoir mangé un paquet de gâteaux, il soit remplacé pour que tout ça se passe incognito. Et la plupart des mangeurs émotionnels sont de réels stratèges puisqu'on peut ne pas les débusquer s'ils n'en parlent pas ou si on n'a pas l'œil très aiguisé pour mettre le doigt sur leur comportement. Pourquoi est-ce qu'on mange caché ? Eh bien parce que l'alimentation émotionnelle est souvent accompagnée de culpabilité et de honte. La culpabilité d'avoir ces comportements, la honte de ne pas arriver à se retenir. Et l'alimentation émotionnelle, c'est à ce moment-là qu'elle devient préoccupante, devient problématique quand elle génère de la souffrance. Et cette souffrance, elle est bien souvent accompagnée de culpabilité et de honte. Alors, la culpabilité, c'est des pensées sur ce que j'ai fait. J'aurais jamais dû manger ce paquet de gâteaux, j'aurais dû m'arrêter à un carré de chocolat, j'aurais pas dû mettre la main dans ce paquet d'oléagineux, j'aurais pas dû ceci, cela. Donc, je vais vraiment porter un jugement sur ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. La honte va m'amener à avoir un jugement sur qui je suis. Je suis nulle, de toute façon, je n'y arriverai jamais. Et là encore, je suis gentille. Je peux vous dire que les propos que j'entends en séance, que les propos qu'on peut se dire dans ces moments-là sont autrement plus violents. Cette culpabilité et cette honte, elles sont extrêmement difficiles à appréhender. À la différence des émotions, qui normalement durent jusqu'à 40 minutes, idem, on en reparlera, je ferai sûrement des épisodes précis sur les émotions, eh bien la culpabilité et la honte, elles se tapissent à l'intérieur de nous. Elles sont lancinantes et elles sont insupportables à ressentir. Et pour s'en sortir, eh bien, on va mettre en place des stratégies compensatoires pour finalement racheter sa faute, racheter son péché.
Je vais par exemple me dire à partir de demain, je vais 3 fois au sport par semaine, je vais marcher 10 000 pas, je vais réformer mon alimentation. Ce soir, je mange pas, je vais jeûner pendant 3 jours, ou bien je vais opter pour des purges, utiliser des laxatifs, me faire vomir, des stratégies qui sont assez bien connues dans les troubles des conduites alimentaires comme la boulimie et la boulimie vomitive. Donc, il se peut qu'il y ait toutes ces stratégies compensatoires qui sont liées à la culpabilité et la honte qui déclenchent ce comportement-là. Il se peut également que l'alimentation émotionnelle induise une variation de poids. S'il n'y a pas de mesure compensatoire, par exemple, eh bien, je peux prendre du poids, je peux prendre beaucoup de poids, sans vraiment m'en apercevoir également. Ou alors, je peux en prendre un tout petit peu et avoir l'impression de prendre un poids phénoménal. Il y a vraiment une cristallisation qui est liée au poids et à l'apparence physique. Idem, on pourra revenir sur ces notions dans plusieurs autres épisodes. Dans l'alimentation émotionnelle, on voit également une diminution de l'estime de soi, de l'estime personnelle, puisque finalement, je me dis que je suis nulle, que je n'y arrive pas. Je décide tous les lundis que je vais manger de façon parfaite ou de telle manière, que mes comportements vont changer, et pour autant, j'échoue. Tout cela va entamer mon estime personnelle, comme les régimes amincissants entament l'estime personnelle des personnes qui les suivent. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'un régime amincissant peut être aussi un des déclencheurs d'une relation à l'alimentation qui est complètement déséquilibrée et qui nous fait souffrir. L'alimentation émotionnelle, elle peut également faire varier notre satisfaction corporelle, puisque on va penser énormément à ce que j'ai mangé, ce que je mange, ce que je n'aurais pas dû manger, l'impact que ça peut avoir sur ma silhouette, et puis je vais peut-être me focaliser sur certaines parties de mon corps, et tout ça va entraîner de l'insatisfaction corporelle et de la dévalorisation. C'est vraiment un cercle très vicieux. Alors, vous l'aurez compris, il y a énormément d'éléments qui tournent, qui gravitent autour de l'alimentation émotionnelle, et ce champ est très vaste. On pourrait y passer des heures et on va y passer des épisodes. Donc, je reviendrai sur toutes ces questions plus tard avec détail. Alors, à la différence des troubles des conduites alimentaires, dans l'alimentation émotionnelle, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de fréquence que l'on peut mesurer. Et c'est ce qui rend finalement le diagnostic difficile, puisqu'il est au demeurant impossible, puisqu'il n'y a pas, encore une fois, de critères préétablis. À mon sens, le baromètre, c'est la souffrance que l'alimentation émotionnelle engendre dans nos quotidiens. Et cette souffrance, eh bien, elle va varier entre les individus. Une personne peut manger régulièrement pour répondre à une émotion, sans finalement que ce soit un sujet. Tous les jours, on peut manger, je sais pas, une tablette de chocolat, ceci ou cela, sans que ce soit un sujet. Alors que pour une autre personne, ça va être la source d'une souffrance extrêmement importante. D'ailleurs, même 3 carrés de chocolat par jour peut être une source de souffrance importante, même si ça peut paraître complètement dérisoire pour le commun des mortels. Dans ces cas-là, quand on utilise l'alimentation, la nourriture, pour nous aider à traverser nos émotions. On a l'impression que la nourriture nous aide à traverser nos émotions, alors qu'elle peut plutôt intervenir pour les bloquer, et que tout ça génère de la souffrance. Eh bien, on dit que cette réponse émotionnelle est dysfonctionnelle. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Alors, j'espère que ces explications vous ont éclairé, vous ont donné de la clarté. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans certains de mes propos. Et peut-être que vous vous demandez, mais en fait, est-ce que je suis concernée? Eh bien, cet épisode vous a peut-être donné quelques billes et vous a mis la puce à l'oreille, mais j'aimerais bien qu'on puisse aller encore plus loin et que vous puissiez vous poser quelques questions, quelques pistes qui vont vous permettre de contextualiser vos prises alimentaires et à continuer à alimenter votre réflexion. Alors, je vous invite à vous observer en prenant du recul pour répondre aux questions que je vais énumérer. Il se peut que vous ayez besoin de plusieurs jours, d'y revenir, de faire des allers et retours, d'y repenser, de vous observer. Alors, prenez votre temps. Observez-vous et franchement, rien ne presse. Et on peut prendre d'ailleurs cet adage de « rien ne presse, rien ne sert de courir », puisque dans l'alimentation émotionnelle, comme on le disait, il y a une
finalement une notion d'immédiateté, il y a une injonction, on répond à quelque chose d'immédiat. Là, c'est intéressant de prendre le prisme du côté inverse et de se dire « je prends le temps, je rétropédale et je ne réponds pas à une injonction d'immédiateté pour répondre à ces questions. » Première piste à laquelle vous pouvez réfléchir. Est-ce qu'il vous arrive de manger sans trop savoir pourquoi, sans plaisir et en culpabilisant après? Donc ces prises alimentaires, elles sont souvent rapides, elles sont souvent cachées. Quand arrivent ces pulsions alimentaires, ce qu'on peut appeler des pulsions alimentaires, des grignotages, des compulsions, peu importe le vocabulaire, et à quelle fréquence cela arrive? Est-ce qu'elles surviennent à des jours ou à des moments particuliers? Donc là, on cherche vraiment à contextualiser. Quand est-ce que ça arrive dans votre quotidien? Soyez le plus précis possible. Essayez de décrire le plus ce qui est en train de se passer. Avec qui vous êtes à ce moment-là? Où est-ce que vous vous trouvez? Vers quels aliments vous avez tendance à vous tourner? À ce moment-là, quelles sensations ressentez-vous dans votre corps? Comment ça fait? Est-ce que vous y avez accès? Si vous y avez accès, est-ce que vous pouvez identifier a posteriori les émotions qui vous traversent? Et en répondant à toutes ces questions, est-ce que vous parvenez à identifier le moment précis où vous observez cette bascule qui va vous pousser à manger? Et à ce moment-là, quelles sont les pensées qui occupent votre esprit sur le moment? Alors ça peut être des pensées qui sont liées à la nourriture, mais ça peut être aussi des pensées qui sont liées à bien d'autres choses. Je sais pas, à votre famille, à un sentiment d'oppression, à ma relation au travail, il peut y avoir plein de pensées. Qu'elles soient liées à la nourriture ou liées à autre chose, quelles sont les pensées qui occupent mon esprit sur le moment? Par ailleurs, s'il y a des questions auxquelles vous n'arrivez pas à répondre, c'est pas grave, vous y arriverez peut-être plus tard, et si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. En général, ça se cristallise sur les pensées ou sur les émotions. Qu'est-ce que vous vous dites à propos de vous, sur le moment, quand vous avez cette pulsion, ces pulsions alimentaires? Et selon vous, après toutes ces observations, quels seraient les déclencheurs? Depuis quand ces comportements avec la nourriture sont arrivés? Est-ce que vous pouvez les relier à un ou plusieurs événements de votre vie? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Si la nourriture devait vous aider à éteindre un feu qui grandit en vous, comment est-ce que vous pourriez le décrire? Après ce travail d'introspection, je vous invite à re-regarder vos notes, peut-être à les remettre en forme, à les approfondir et à vous poser cette question qui peut tout changer. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore mis en place dans votre vie qui pourrait vous aider à vous sortir de cette souffrance liée à l'alimentation émotionnelle? Et quoi d'autre? Et listez au moins 15 idées qui pourraient vous aider à sortir de l'alimentation émotionnelle. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute si vous êtes arrivé au bout de cet épisode et je vous dis à très bientôt. Et ne partez pas tout de suite, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Si cet épisode vous a plu, notez-le ou suivez-le sur votre plateforme d'écoute. C'est rapide, c'est simple et moi, ça va m'aider à continuer de créer du contenu qui vous parle. Et n'oubliez pas de le partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour le faire vivre. Merci d'avance pour votre contribution et à très vite dans En cas de tracas.